Vous voyez bien? Oui, oui, excellent. OK. Juste pour répondre aux questions, il y a une question sur pourrons-nous récupérer votre diaporama? Normalement, les cours sont enregistrés et ils seront mis en ligne sur la chaîne YouTube. Ou alors les liens de connexion vous seront envoyés directement par Pascal Amedro. Eh bien, allons-y. Alors, on commence par un premier cas. Je vous lis l'énoncé, comme ça va plus vite. C'est un nourrisson de 4 mois adressé pour souffle, avec un retard de croissance staturo-pondéral important. À l'examen, il a un souffle systolique doux de pointe, un débord hépatique de 1 cm, il est équipnéique et un peu tachycarde. Quels examens voulez-vous? Vous êtes à chaque fois, je pense qu'il faut que vous considériez que vous êtes aux urgences pédiatriques et que l'enfant ne vous est pas notamment spécifiquement adressé pour un problème cardiaque. Mais là, ça paraît évident. Et donc, je vous montre la première radio. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Et je vous montre l'électrocardiogramme. Et on commence par des évidences. Donc, le diagnostic est fait, normalement. Il n'y a aucun doute. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Ou le dire. C'est bon, tout le monde a fait le diagnostic? Donc, le diagnostic, effectivement, il y en a deux qu'il il est fait par ceux qui, non, pas par tout le monde, effectivement. Alors, mais par contre, c'est assez intéressant comme réponse. Donc, le diagnostic, il est évident. Voilà, sur le premier signe, ici, quand je zoome sur les dérivations standards, eh bien, on voit qu'il y a des zones Q dans les dérivations latérales hautes, c'est-à-dire en D1 et en AVL. Ces zones Q sont profondes, en particulier en AVL, elles sont plus profondes que l'ondaire. Et il n'y a pas d'hémibloc antérieur gauche chez les nourrissons, c'est complètement exceptionnel. Il faut avoir des cardiopathies extrêmement rares. Donc, ce n'est pas du tout normal. Et la seule cause est l'anomalie de naissance de la coronaire gauche depuis l'artère pulmonaire ou toute autre anomalie qui va donner un infarctus sous-endocardique antérieur étendu. Ça pourrait être, par exemple, une atrésie de l'ostium gauche, mais la révélation dans ce cas-là est plutôt néonatale. Et l'autre élément du diagnostic, c'est qu'effectivement, quelqu'un a répondu hypoplasie du cœur gauche et ce n'est pas complètement farfelu, sauf que sur les standards, ce n'est pas une hypoplasie du cœur gauche, puisqu'on voit sur les dérivations précordiales qu'il n'y a pas de croissance de l'ondaire dans l'ensemble du précordium. Donc, on aurait pu effectivement penser qu'il n'y avait que du ventricule droit, mais ça correspond à l'infarctus sous-endocardique antérieur étendu. Et on voit aussi de façon identique que les ondes T sont positives jusqu'en V4 chez cet nourrisson de quelques mois, ce qui est tout à fait pathologique et qui est encore une fois un argument en faveur d'un infarctus sous-endocardique antérieur étendu de l'ALCAPA. Donc, vous avez fait tous, je pense, enfin pour la plupart, vous avez fait le diagnostic. Et donc là, le diagnostic, il est fini. Okay, cet enfant, il a une anomalie de naissance de la coronaire gauche depuis l'artère pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on doit faire maintenant le diagnostic. Et pour faire le diagnostic, et je vous rappelle dans les quelques diapos qui suivent, comment on va le faire. D'abord, sur l'aspect de cardiomyopathie ischémique. Donc, l'ALCAPA, c'est vraiment la cause générique des cardiomyopathies ischémiques. Il y a d'autres causes. On peut en rediscuter si vous le voulez. Et cette cardiomyopathie ischémique, elle peut avoir les caractéristiques de celle de l'adulte, c'est-à-dire avec des dysfonctions segmentaires correspondant à un territoire coronaire ou des dysfonctions plus globales, comme chez le patient que je vous montre là, avec une caractéristique qui se voit peut-être pas très bien, mais que je vous remontrerai un peu plus tard, cette hyperéchogénicité des piliers mitraux. Cette hyperéchogénicité des piliers mitraux qui est liée au fait qu'ils sont infarcis et fibrosés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont, ce sont eux qui souffrent en premier? Ben ça, je vous rappelle vos cours d'anatomie coronaire que vous avez fait quand vous avez fait de la cardiologie
vos études de médecine, c'est parce que la vascularisation des piliers est de type terminal. Et c'est pour ça que la complication mécanique la plus classique de l'ALCAPA, c'est l'insuffisance mitrale ischémique par réduction des mouvements des piliers. Donc, c'est un des mécanismes de l'insuffisance mitrale ischémique qu'on voit classiquement. Et le deuxième, un autre signe, il y en a plusieurs, je pense que j'en ai mis après, c'est l'aspect de dilatation de la coronaire droite, un signe indirect, aspect de dilatation de la coronaire droite. Et puis, de l'autre côté, même si on pourrait tenter de chercher, je vais vous montrer un petit piège tout à l'heure, eh bien, on voit une coronaire en position de coronaire gauche qui ne rejoint pas l'aorte, si tant est que la coupe soit correctement faite. Donc, petit signe indirect, la coronaire droite naît de l'aorte, la coronaire gauche ne se raccorde pas au sinus gauche comme elle devrait le faire. Et le diagnostic est fait sur cette image-là, qui est l'image typique que j'imagine vous avez déjà vu dans différents cours, en particulier dans le cours sur les artères coronaires. Je ne sais pas s'il a déjà été fait dans ce DIU. Et où on voit très bien ici, donc l'artère pulmonaire, on aperçoit la gauche et on voit bien la droite, le tronc de l'artère pulmonaire, l'aorte, et on voit ici un flux qui arrive en diastole sur le bord latéral du tronc de l'artère pulmonaire et qui est alimenté a priori par des collatérales venant de la coronaire droite qui rejoignent la coronaire gauche, qui circulent de façon rétrograde en bleu avant de venir en diastole se jeter dans le tronc de l'artère pulmonaire et créer le vol coronaire et tout ce qui s'ensuit que vous connaissez. Donc voilà ici la légende de ce qu'on voit en échographie. Donc voilà deux autres signes indirects. Donc le premier, je vous le remontre, on a l'impression que la coronaire gauche arrive au contact du sinus, hein, ce qui est d'ailleurs assez vrai, c'est extrêmement proche, on va voir sur un scan. Et ce signe indirect, je vous l'ai déjà montré sur l'image précédente, avec un flux bleu, ici, si vous regardez bien dans la coronaire gauche, qui correspond au flux rétrograde donc, de la coronaire qui est alimentée à l'envers. Et sur l'image de droite, qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est une image petit axe du ventricule gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, non, ce n'est pas une fistule coronaire. Bon, ça aussi, c'est un des signes indirects hein, de l'ALCAPA. Et donc, normalement, dans le septum interventriculaire, donc ici, il y a le ventricule droit, là, le ventricule gauche. Dans le septum interventriculaire, les artères septales qui naissent de l'IVA et de l'IVP, donc l'interventriculaire antérieur et l'interventriculaire postérieur, ont généralement une prédominance depuis l'interventriculaire antérieur et descendent vers le bas. Donc, on voit du bleu quand on est à basse vélocité coronaire. Et dans l'ALCAPA, eh bien, on voit du rouge puisque l'interventriculaire antérieur est alimenté par les septales de façon rétrograde à partir de l'interventriculaire postérieur, qui, dans le cas particulier, naît de la coronaire droite, ce qui ne serait pas le cas s'il y avait une dominance gauche extrême. Voilà un petit piège à gauche pour vous montrer à nouveau. On a l'impression que la coronaire gauche naît du sinus gauche, vous voyez, on a l'impression d'un ostium ici. Et quand on regarde, eh bien, en fait, c'est véritablement une ALCAPA avec le flux bleu rétrograde dans la coronaire qui vient presque au contact parce que la coronaire est implantée à la face postérieure du tronc pulmonaire. Donc ça, c'est un piège qui fait que le diagnostic échographique n'est pas toujours définitif, mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et d'ailleurs, le diagnostic, vous l'aviez fait sur l'électrocardiogramme. Il faut juste s'acharner à rechercher la coronaire gauche qui naît du tronc de l'artère pulmonaire. Si on n'y arrive pas, c'est peut-être parce que la coronaire gauche naît d'une branche de l'artère pulmonaire, ce qui arrive parfois.
Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à voir en échographie. On peut avoir besoin d'autres examens que l'écho pour confier l'enfant au chirurgien. Voilà, à nouveau, cette image que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, ces autres examens, ça peut être le scanner. Ce n'est pas facile de faire un scanner chez un nourrisson qui est très tachycarde, polypnique, pour voir une Alcapa. Donc, si on le fait, et faire du gating avec des fréquences cardiaques élevées, c'est vraiment compliqué. Et ce scanner-là, c'est un scanner que nous avions fait parce que l'enfant était assez âgé au moment du diagnostic. Vous savez qu'il peut y avoir des diagnostics très tardifs d'Alcapa. Et on voit très clairement que la coronaire droite naît de l'aorte, ici en avant, et que la coronaire gauche naît de l'artère pulmonaire, ici en arrière. Et on voit bien que s'il y avait le flux ici, il serait quasiment au contact de l'ostium, il pourrait créer cette fausse image. Voilà l'aspect tridimensionnel avec l'aorte, la coronaire droite, et vous voyez la coronaire gauche juste derrière, si j'arrête. On va essayer de la faire avancer doucement. Vous voyez que la coronaire gauche est quasiment au contact du sinus. Quand on va la réimplanter, ça ne sera pas très long. Donc aujourd'hui, on ne fait plus d'angiographie théoriquement, mais on peut en avoir besoin à cause des problèmes de résolution du scanner, quand on a vraiment des doutes ou quand on pense que la coronaire est loin implantée dans une branche pulmonaire. Et voici donc l'image ici de l'orthographie avec la coronaire droite très grosse qui alimente la coronaire gauche et donc, vous voyez sur l'image fixe qu'elle est connectée à l'artère pulmonaire. Bon, le traitement, je ne vous le rappelle pas, vous le connaissez. Et juste pour terminer sur ce premier cas clinique, voilà les deux images de suivi d'Alcapa. Si on commence par celle de droite, vous voyez que les piliers, donc la fonction du ventricule est redevenue normale, et que les piliers mitraux ici sont hyper échogènes. Et donc, ça témoigne de leur aspect cicatriciel, du fait de la vascularisation terminale de ces piliers. Et puis, sur l'image de gauche, vous voyez toujours cette image des piliers hyperéchogènes, et même si je n'ai pas mis la couleur ici, une non-coaptation de la valve mitrale avec une énorme dilatation de l'oreillette gauche. Et donc, c'est pour vous rappeler que la complication mécanique, à la fois à la phase aiguë, c'est-à-dire à la phase aiguë au moment du diagnostic, et la complication qui peut rester après, c'est l'insuffisance mitrale qui peut requérir une intervention de plastie, parfois assez précoce, puisque dans la plupart des cas, on décide de ne pas opérer la valve mitrale dans le même temps que la réimplantation coronaire, en espérant que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes une fois que le cœur aura été revascularisé. Donc, cardiopathie ischémique, c'est un sujet qui n'est pas très fréquent. Hein. C'est bien sûr le sujet le plus fréquent de l'adulte, mais ce n'est pas le sujet le plus fréquent de l'enfant. Je vous rappelle que les autres causes congénitales sont complètement exceptionnelles, cardiopathie ischémique, que dans les formes acquises, il y a la maladie Kawasaki et ses complications, et les lésions coronaires de toutes les chirurgies où les coronaires sont réimplantés, au premier rang desquels la transposition des gros vaisseaux. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de cardiopathie ischémique ? Bon, donc ça, je pense que Alcapa, vous ne raterez pas. Eh bien, allons-y alors. Donc là aussi, toujours 4 mois, adressé pour souffle, les difficultés alimentaires depuis 1 mois, il s'endort au biberon. Il a un souffle systolique qui est plutôt éjectionnel cette fois-ci, qui n'est pas un souffle doux de pointe. Il a un gros foie. Il est tachypnique et tachycarde. Et quels examens voulez-vous ? On va faire les urgences pédiatriques. Et voilà, le diagnostic est fait. Donc, on pourrait faire plein d'autres choses comme ça où le diagnostic est fait sur l'électrocardiogramme. Donc, je vous laisse répondre. Là aussi, il n'y a quasiment aucun doute diagnostique. Il peut y avoir un doute sur des détails qu'on va évoquer ensemble.
Ouais, on est d'accord qu'il y a une hypertrophie myocardique, mais plus encore, le diagnostic. Très bien. OK. Donc, plusieurs d'entre vous ont répondu. Donc, ce qu'on voit, c'est chez ce nourrisson, on voit des voltages de QRS pour un nourrisson de quelques mois qui sont absolument gigantesques. Et d'ailleurs, ils se chevauchent tellement qu'on ne peut pas les mesurer. Et donc, ces voltages considérables associés avec, même si ce n'est pas évident ici, un espace PR il pourrait être presque normal hein, pour un nourrisson de cet âge-là, mais il paraît un petit peu court. On ne voit pas d'aspect de préexcitation, mais c'est surtout le voltage tout à fait considérable, avec des ondes Q dans un certain nombre de dérivations, qui est en faveur d'une cardiomyopathie hypertrophique sévère liée à une glycogénose. Et comme il s'agit d'un nourrisson, eh bien, le diagnostic le plus probable est la forme infantile de la maladie de Pompe, c'est-à-dire le déficit en alpha-glucosidase, qui est donc on va dire la glycogénose que les cardiopédiatres doivent connaître, hein, puisqu'il y a bien d'autres glycogénoses qui vont donner des électrocardiogrammes très superposables, les déficits en MPK, la maladie de Danon, la maladie d'Andersen, les glycogénoses de type 3. Et donc, il y a d'autres formes. Retenez, parce que c'est ça qui est important, que le diagnostic qui doit être évoqué est celui de maladie de pompe, mais retenez aussi que si vous voyez des CMH plus tard dans la vie avec des voltages considérables de QRS, il faudra évoquer les diagnostics que j'ai rapidement cités et qui sont cités dans le cours. Alors, il y a d'autres éléments du diagnostic de la maladie de pompe infantile, hein, donc en particulier l'hypotonie. Et donc, vous voyez ici cet enfant donc, qui n'est pas aux urgences puisqu'il est déjà gavé, qui a cette hypotonie. Et sur la droite, un autre enfant, une autre enfant avec également une maladie de pompe, et donc qui a une attitude hypotonique exactement avec le même test que celui qu'on fait là. Et on voit aussi l'aspect de macroglossie, vous voyez que la bouche est ouverte avec la langue qui sort. Et le gros foie, je vous rappelle que le gros foie, il faut avoir une insuffisance cardiaque congestive droite pour avoir un gros foie. C'est possible hein, dans la maladie de Pompe qui va intéresser les deux ventricules, mais c'est surtout lié à la viscéromégalie, c'est-à-dire à l'infiltration glycogénique du foie, comme celle des muscles squelettiques et de la langue et du cœur. Donc, la glycogénose, et on voit ici donc une échographie d'un nourrisson qui a une maladie de pompe. Et vous voyez cette cardiomyopathie hypertrophique concentrique, tout à fait considérable de toutes les parois et qui intéresse, et vous le voyez sur la coupe 4 cavité, les deux ventricules qui sont considérablement hypertrophiés par l'infiltration glycogénique. Et donc, un petit rappel de la façon dont les cardiopédiatres peuvent comprendre le métabolisme. Eh bien, il y a trois groupes de maladies qui vont donner des cardiomyopathies d'origine métabolique. Elles correspondent toutes à des déficits enzymatiques qui vont perturber le passage d'un substrat en son produit. Et rapidement, puisque je l'ai dit dans le cours et que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez très bien ça, soit le substrat s'accumule et il n'est pas toxique et ça va donner les maladies de surcharge dont on vient voir le premier exemple, qui sont les maladies lysosomales essentiellement, donc les glycogénoses, mais aussi des maladies peroxysomales et un petit peu certaines maladies de la glycosylation. Le deuxième aspect, c'est la déprivation du myocarde en produit. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement le produit du métabolisme énergétique, c'est-à-dire ce qui passe par le Krebs et puis ensuite la chaîne respiratoire mitochondriale. Et donc, ça va être tout ce qui va concerner l'oxydation des acides gras et éventuellement certains aspects du métabolisme du glucose qu'on voit peu. Et donc, ça va être ce groupe de cardiopathie qui va donner des cardiomyopathies hypertrophiques, dilatées, hypokinétiques et des arythmies. Et puis enfin, les maladies d'intoxication qui sont liées à l'accumulation d'un substrat toxique, et c'est essentiellement les acidémies organiques, c'est-à-dire l'acidémie propionique et méthylmalonique. Donc,
peu de maladies à connaître pour les cardiopédiatres, chacune d'entre elles pouvant faire l'objet d'un cours un petit peu plus précis, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Donc voilà le principe de la glycogénose. Donc, vous voyez ici le déficit de l'alpha-glucosidase et qui aboutit à l'accumulation de glycogène dans le lysosome. Et puis, donc c'est ce qu'on voit ici sur l'image de droite. Excusez-moi, là c'est le métabolisme normal qui va découper le glycogène en glucose. Et puis ici, le glycogène s'accumule, le lysosome gonfle, et c'est ce qui va donner la pathologie. Et donc, ce gonflement lysosomal va aboutir à la rupture lysosomale et puis finalement à la transformation graisseuse des différents tissus, en particulier du muscle cardiaque. Et vous savez qu'en l'absence de traitement, eh bien, les enfants qui ont une forme infantile de la maladie de Pompe meurent avant l'âge de 1 an. Le traitement, on passe rapidement parce que c'est vraiment l'affaire de nos collègues métaboliciens, c'est la thérapie enzymatique, donc qui est distribuée par voie intraveineuse, qui pose des problèmes d'immunisation et éventuellement qui pose des problèmes d'immunisation presque innés quand les enfants n'ont aucune activité enzymatique. Ça dépend du type de mutation et du type d'expression de la protéine. Et puis, bien sûr, des perspectives de thérapie génique dans cette maladie comme dans d'autres maladies métaboliques. Pour terminer sur ce cas clinique, voici un exemple de mutation PRKHE2, c'est-à-dire d'une glycogénose chez un adulte. C'était un adolescent de 18 ans ou un jeune adulte de 18 ans, comme vous voulez, qui a cet aspect donc, de voltage tout à fait considérable de QRS, cet axe très curieux qui est très tourné de QRS et le PR court avec l'aspect de préexcitation qui est lié au caractère superconducteur du glycogène dans le cœur, et donc cet électrocardiogramme, encore une fois, très caractéristique d'une glycogénose et qui n'est pas la maladie de Pompe, puisqu'il s'agissait cette fois-ci d'un patient plus âgé. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet maladie métabolique Non? Bon, donc ça aussi, c'est acquis. Alors, on est toujours dans la même période de la vie, 3 mois et demi, adressé pour souffle avec difficulté alimentaire depuis la fin du premier mois de vie. La prise pondérale n'a été que de 1 kg depuis la fin du premier mois. À l'examen, il a un souffle systolique éjectionnel 2/6 avec un débord hépatique de 1 cm, tachypnéique et tachycarde. Je vous montre la radio. Et voilà l'électrocardiogramme. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur l'électrocardiogramme? Bon, on voit qu'il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Les QRS sont effectivement aussi un petit peu augmentés de volume. Donc, il y a de l'HVG, il y a une repolarisation qui est en rapport avec l'HVG. C'est une hypertrophie ventriculaire gauche plutôt de type systolique. Et puis, je vous montre cette échographie. La question que je vous pose, c'est pensez-vous avoir toutes les informations quand je vous ai présenté le cas clinique? Et si la réponse est oui, donnez-moi le diagnostic. Et si la réponse est non, quelle information vous manque-t-il? Vous vous lancez? Non? Vous m'entendez toujours, je pense? Oui. Oui, on vous entend. Donc, alors, il manque quoi comme info? Bon, qu'est-ce qu'on voit? On va vous faire avancer. C'est un enfant qui vient avec à l'évidence des signes d'insuffisance cardiaque. Et ce qu'on voit, c'est que le ventricule gauche est franchement hypokinétique.
qui a une fuite mitrale. Le ventricule droit est probablement aussi un petit peu hypokinétique. Et surtout ici, sur la coupe sous-costale, on a un oreillette gauche qui est tendu avec un foramen ovale qui chante gauche-droite de façon probablement véloce, puisqu'on a cet aliasime fort du champ gauche-droite. Donc, ça veut dire qu'on a une cardiomyopathie dilatée hypokinétique avec une fuite mitrale et une augmentation de la POG chez un nourrisson qui ne va pas bien et qui a de l'insuffisance cardiaque. Donc, ce qui manque, ce n'est pas la saturation, c'est de savoir s'il a des poux fémoraux. D'accord ? Et ça, c'est à tous les âges de la vie. Hein. Est-ce que le patient a un obstacle gauche ? Donc, s'il n'a pas d'obstacle gauche, à ce moment-là, il faut aussi lui prendre la pression artérielle pour savoir s'il n'a pas une cardiopathie hypertensive. Donc, le premier diagnostic quand même chez un nourrisson, vous avez peut-être le réflexe chez les nouveau-nés, mais ça reste un problème de consultation de cardiologie pédiatrique assez banal de faire le diagnostic de coarctation en défaillance cardiaque plus tard dans la vie. Donc, ce qui manque comme information, c'est bien sûr la palpation des poux fémoraux ou la palpation différentielle des poux aux 4 membres et éventuellement la mesure de la pression artérielle aux 4 membres. Et donc, le diagnostic qu'il faut suspecter en premier, avant d'évoquer celui de cardiomyopathie dilatée avec fuite mitrale, etc., ou de maladies un petit peu bizarres chez le nourrisson, c'est celui de coarcte. Et donc, c'est beaucoup plus fréquent que celui de cardiomyopathie en apparence primitive. Donc, encore une fois, le diagnostic de coarctation néonatale avec l'hypoplasie liée à tous les phénomènes que vous avez vus dans le cours de physiologie sur la morphogénèse de la crosse de l'aorte en fonction du débit qui la traverse et la situation néonatale de dysfonction VG, c'est quelque chose de banal, mais pensez que vous pouvez voir un enfant de 4 ans en défaillance cardiaque pour une coarctation. Et donc, je vous rappelle brièvement, en termes de physiologie, comment ça va fonctionner. À partir d'une courbe pression-volume normale, si vous êtes hypertendu parce que vous avez une coarctation sans modifier les propriétés intrinsèques de votre ventricule, vous allez avoir un ventricule plus dilaté. Si j'ai laissé la largeur du carré, ça permet de maintenir le débit cardiaque. Et l'étape secondaire de la non-adaptation, c'est-à-dire l'évolution naturelle de l'insuffisance cardiaque à la contrainte, eh bien, c'est de baisser la pression artérielle. Donc, on peut avoir un patient qui n'est pas hypertendu, mais qui est défaillant. Et cette défaillance va se traduire initialement par une simple augmentation des pressions de remplissage, en maintenant le débit cardiaque, c'est-à-dire la largeur du carré, mais la pression télédiastolique ici en bleu va augmenter. Et puis, l'évolution finale, eh bien, c'est la défaillance, c'est-à-dire que l'altération plus avant de la contractilité du ventricule avec l'abaissement de la courbe d'élastance télésystolique et va aboutir au fait que le ventricule va être incompétent à assurer le débit cardiaque et on va se mettre en choc cardiogénique avec des pressions d'emplissage élevées. Donc ça, c'est la physiologie de la coarctation en période néonatale, mais aussi au-delà. Donc, il faut toujours penser, quand on va avoir une cardiomyopathie du nourrisson, et on a vu 3 exemples, aux causes secondaires. Et ça, c'est avant d'évoquer les causes primitives. Allez, on passe à un enfant plus grand. Donc, je vous rappelle que, en termes de pronostic, donc les formes néonatales sont graves, elles tuent beaucoup, et après 5 ans, ça tue aussi beaucoup quand il s'agit de formes primitives. Pour les formes secondaires, c'est bien évidemment étroitement dépendant de la cause. Donc là, c'est une fillette de 5 ans qui consulte pour un souffle d'allure éjectionnelle au foyer pulmonaire. Elle mène une vie normale en faisant des activités normales sans être gênée. Voilà sa radio. Bon, les radiothorax, je pense qu'au bout d'un moment, on les interprète en un coup d'œil. Et voilà son échographie. Donc, ce qu'on voit sur l'échographie, eh bien, c'est ce qui est marqué en légende. C'est-à-dire qu'elle a un cœur qui est d'architecture normale et elle a une communication interauriculaire. Qu'on voit très bien, cette communication interauriculaire chante de gauche à droite. Mais la question, c'est pourquoi l'oreillette droite est dilatée? Alors, pour ceux qui regardent le site web du service, vous aurez la réponse, parce que j'ai déjà montré ce cas clinique.
mais c'est un des pièges qui correspond à notre révision d'aujourd'hui. Je vous rappelle que dans une communication interauriculaire, il n'y a aucune raison que l'oreillette droite soit dilatée, pour la bonne raison que le shunt se fait pendant la diastole. Et pendant la diastole, la valve tricuspide est ouverte, et c'est donc la compliance du ventricule droit par rapport à la compliance du ventricule gauche qui est le moteur du shunt. Donc il n'y a aucune raison que l'oreillette droite soit dilatée. D'accord ? Puisque l'oreillette droite, c'est la vache qui regarde passer le train. Elle ne grossit pas, sauf s'il y a des associations morbides. Et donc, dans une communication interauriculaire, le ventricule droit est dilaté, l'oreillette droite ne l'est pas. Donc là, c'est bizarre parce qu'on voit très bien que l'oreillette droite est plus grosse. Alors, il y a une réponse. Effectivement, retour veineux pulmonaire anormal. Très bien. Donc, effectivement, une des hypothèses, vous venez de l'évoquer, pour expliquer ça. Et donc, c'est un autre patient, puisque le diagnostic ne sera pas celui-là à la fin. On voit ici que les cavités gauches sont là, l'oreillette droite est grosse. Il y a aussi une communication interauriculaire. Voilà. Mais si on met la couleur, eh bien, on voit que les veines pulmonaires gauches sont dans l'oreillette gauche, mais qu'il y a des veines pulmonaires qui sont dans l'oreillette droite. Donc, il y a un RVPA partiel dans l'oreillette droite et qu'on voit ici sur le scanner. Et donc, c'est ça qui explique que l'oreillette droite soit dilatée, puisqu'elle reçoit de façon obligatoire le RVPA partiel. Revenons à notre patient. Eh bien, là, ce n'est pas pour ça que l'oreillette droite était dilatée chez cette petite fille. Et il faut y penser, hein, elle va très, très bien. La CIA est dans une position qui était parfaitement fermable. Et simplement, quand on regarde les pressions de remplissage, en regardant les veines sus-hépatiques et la veine cave inférieure, eh bien, on voit que celles-ci sont très dilatées pour une petite fille de 5 ans. Et donc, si elles sont très dilatées, et on voit aussi qu'il y a quelques microcavitations, hein, c'est-à-dire que, pardon, on voit qu'il y a, vous voyez, une sorte de contraste spontané dans la veine cave inférieure, avec des veines sus-hépatiques très dilatées. Ça veut dire que les pressions de remplissage sont très élevées dans l'oreillette droite. Et donc, comme il y a une large communication interauriculaire, elles sont aussi élevées dans l'oreillette gauche. Et donc, le fait d'avoir des pressions de remplissage élevées dans les oreillettes, ça signifie qu'on a de la diastolie. Et donc, il y a deux diagnostics, le péricarde ou le myocarde. Bon, on pourrait parler aussi des endocardiopathies, mais là, on ne voit pas d'aspect de pathologie de l'endocarde. Et cette petite fille vit en France. Et donc, le diagnostic qu'il faut faire, c'est celui soit de péricardite chronique constrictive, soit de cardiomyopathie restrictive. Et effectivement, c'est le diagnostic qui a été fait, puisque on a tout de suite dit qu'il y avait un problème. Et on a cathétérisé cette jeune fille. On lui a fait aussi une imagerie en coupe du thorax pour voir le péricarde. Et on a fait le diagnostic de cardiomyopathie restrictive. Et vous voyez ici une pièce anatomique. Elle va toujours bien, elle a maintenant 7-8 ans. Vous voyez que les oreillettes sont considérablement dilatées et qu'il y a une fibroélastose de tout l'endocarde atrial, à la fois à gauche et à droite. Il n'y a pas de CIH visible, en tout cas cette coupe chez ce patient. Mais c'est un piège et donc il ne faut surtout pas fermer la CIA. Hein, parce que si on ferme la CIA, on va payer le prix par une augmentation très importante des pressions dans les poumons. Et donc, on risque de mettre la patiente en œdème aigu du poumon. Et je ne vous rappelle pas les caractéristiques que vous avez vues ou vous verrez dans le cours sur le péricarde, sur les tracés d'aspect de deep plateau ici, que vous voyez pour la courbe ventriculaire gauche, et puis ici la courbe atriale avec donc une onde A qui est très, très importante, une descente Y qui est toujours là, mais très peu de descente de X pendant la contraction isovolumique du ventricule. Donc, cardiopathie restrictive, et donc c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile. Il n'y a pas que le problème de la différence avec la pathologie péricardique, il y a aussi celui de l'association avec une CIA qui n'est pas complètement exceptionnelle. Et je vous rappelle que ces patients peuvent évoluer plus ou moins vite
et que quand ils évoluent, en particulier quand ils commencent à développer une hypertension pulmonaire post-capillaire, celle-ci est souvent compliquée d'augmentation des résistances pulmonaires au-dessus de la composante post-capillaire et qu'il faut, dans ce cas-là, très rapidement poser l'indication de transplantation qui est le seul traitement qui marche chez ces patients. Donc, cardiomyopathie restrictive, ce sont des maladies très rares, mais ce sont des maladies à la fois piégeuses et pour lesquelles les décisions thérapeutiques doivent être prises de façon rapide et parfois courageuse. Donc, si je termine là ces cas cliniques, soit de cardiopathie secondaire, soit de cardiopathie intriquée, je vous rappelle que dans les cardiomyopathies d'enfants, il faut, dans l'immense majorité des cas, chercher une cause secondaire ou alors une étiologie connue. Et donc, la liste est ici. Je ne les passe pas tous en revue dans des cas cliniques, mais en tout cas, c'est ce que vous devez faire pendant au moment du diagnostic, pour surtout éliminer une cause curable avant de vous retrouver dans des diagnostics de forme en apparence idiopathique. Est-ce que vous avez des questions? Dans les 20 minutes qui restent, je voudrais évoquer un sujet que je ne pense pas évoquer dans le cours, qui sont les cardiomyopathies fœtales, là aussi très brièvement, pour compléter ce que j'ai déjà dit ou ce qui a déjà été dit dans les cours que vous avez eus. Donc, si on parle de cardiomyopathie fœtale, là aussi, le sujet est celui de cardiomyopathie secondaire. Est-ce qu'il y a une cause maternelle ou fœtale au dysfonctionnement myocardique, et est-ce qu'on peut y avoir accès pour le traiter ou pour traiter cette cause, et ceci avant d'évoquer le diagnostic de cardiomyopathie en apparence primitive, parce que vous savez que, en particulier, confirmer le diagnostic d'une forme génétique de cardiomyopathie à révélation fœtale, c'est extrêmement délicat, et puis surtout, en termes pratiques, une fois le diagnostic fait d'une cardiomyopathie chez le fœtus, savoir que c'est lié à la mutation du gène machin ou du gène truc ne va pas beaucoup changer le processus décisionnel, soit autour de la poursuite de la grossesse, soit autour de la prise en charge périnatale. Donc, ce que je vais évoquer là, c'est brièvement les causes secondaires de cardiomyopathie fœtale. Et donc, de la même façon que chez l'enfant, il y a toutes les situations de dysfonctionnement myocardique ou de modification de la morphologie du cœur, en particulier l'hypertrophie, liées à des surcharges de volume ou de pression. Il y a des cardiomyopathies rythmiques du fœtus. Je vais vous montrer un exemple. La cardiomyopathie hypertrophique du fœtus de mère diabétique, qui pose des problèmes particuliers de prise en charge. Les atteintes myocardiques, et donc de la myocardite immune chez les mères qui ont des anticorps anti-SSA ou anti-SSB. Je n'aurais pas dû écrire lupus ou bougre Sjögren, puisqu'il y en a peu qui ont déjà la maladie systémique au moment où elles attendent un enfant qui a cette myocardite liée à la présence, au passage transplacentaire des anticorps. Un petit mot sur le syndrome transfuseur-transfusé ou le jumeau cardiaque. Il y a des anomalies de l'hémoglobine qui peuvent donner ça. Il y a des infections virales comme les infections à parvovirus. Et puis, il y a un certain nombre d'erreurs innées du métabolisme qui peuvent se révéler chez le fœtus, à l'exception des erreurs innées du métabolisme qui intéressent l'oxydation des acides gras, puisque le fœtus n'utilise en termes de métabolisme myocardique que les corps cétoniques et le glucose. Et puis, il y a bien sûr les syndromes malformatifs comme les rasopathies. Donc voilà, juste un ou deux exemples pour dire un mot de ce qu'on peut faire. Donc ici, la sténose aortique fœtale, donc vous verrez ça dans les obstacles gauches, la sténose aortique ou dans le cours de cardiologie prénatale. La sténose aortique fœtale peut aboutir à l'involution du ventricule et qui va donner à ce moment-là une hypoplasie du cœur gauche. Et donc, le traitement de cette sténose aortique pendant la vie fœtale par un geste de dilatation peut prévenir cette évolution quand les indications sont bien posées et que le terme est approprié. Donc, il y a effectivement
certaines formes malformatives. Voilà ici une situation qui n'est pas très fréquente, mais qui est très classique. Les cavités gauches sont ici, avec une petite oreillette gauche, un ventricule gauche. En fait, en gros, ces cavités sont normales. Il y a l'aorte qui est juste là. Et on voit que le ventricule droit est très hypokinétique, dilaté, très franchement hypertrophié. Et donc, ceci est lié à la fermeture anténatale du canal artériel. Donc, en fonction du terme, eh bien, le pronostic sera variable, puisqu'on peut soit faire naître l'enfant et accepter de traiter le problème des résistances vasculaires pulmonaires élevées qui a créé cette situation, ou bien laisser l'évolution naturelle qui se fait souvent vers la mort. Voilà un autre aspect de cardiomyopathie fœtale. Vous voyez ici que le ventricule gauche est petit et qu'il y a aussi une zone hyperéchogène sous-endocardique qu'on retrouve ici sur la pièce autopsique. Et donc, c'est une cardiomyopathie avec une fibroélastose sous-endocardique. Et donc, ça peut exister et on ne sait pas très bien les causes. Il peut y avoir des causes infectieuses ou des causes héritées. Voilà encore une fois un aspect de fibroélastose sous-endocardique dans un cœur fœtal. Il y a quelques cardiopathies ischémiques qu'on peut voir chez le fœtus, et je vous montre ici un exemple d'une maladie très rare qui est l'artériopathie calcifiante infantile diffuse, qui est une maladie autosomique récessive. Et donc ici, vous voyez les échos fétales où on voit l'aorte qui est complètement calcifiée et les deux petites coronaires. Ici, tout le trajet aortique, et puis après la naissance de cet enfant. Ici, c'est un scan sans préparation où tout est calcifié, ainsi que l'aorte. Et donc, généralement, ça aboutit à une mortalité très précoce. Donc, il y a des cardiopathies ischémiques du fœtus. Voilà ici une cardiomyopathie d'un fœtus de mère ayant des anticorps de type lipique. Et vous voyez que le fœtus est en bloc auriculo-ventriculaire, qui a une dysfonction biventriculaire sévère, et de la nasare, qui a de l'œdème sous-cutané, et puis bien sûr un épanchement péricardique, et le cœur occupe quasiment toute la surface du thorax. Donc, la forme bradycardique, et puis ici, la dysfonction biventriculaire, pas facile à voir puisque le cœur est extrêmement rapide, donc les tachycardies supraventriculaires très rapides du fœtus vont donner des cardiomyopathies rythmiques fœtales avec ici, donc vous voyez l'épanchement péricardique et aussi l'œdème sous-cutané, donc le fœtus est en un nasare. Et donc, je vous rappelle qu'il faut réduire autant que possible ce trouble du rythme avant la naissance pour éviter que l'enfant naisse en un nasarque. Et toutes les méthodes sont bonnes pour essayer de le réduire, si tant est qu'il s'agit d'un trouble du rythme accessible à un traitement médicamenteux transutérin ou à une stimulation. Et donc, on doit traiter ces enfants en insuffisance cardiaque fœtale avant qu'ils naissent. La cardiomyopathie du receveur dans le syndrome transfuseur-transfusé, c'est un sujet qui est un peu désuet à l'heure de la coagulation des anastomoses fœtales. Mais un exemple qui reste, c'est celui du jumeau acardiaque. Vous en avez un exemple à gauche. Donc, c'est généralement un jumeau qui n'a pas de tête, qui est juste une structure vasculaire qui va se comporter comme une fistule et qui va à la fois intoxiqué par l'hyperdébit, mais aussi par la sécrétion de certaines substances vasoactives du système rénine-angiotensine, le fœtus receveur, et lui donner une cardiomyopathie parfois très sévère. Donc ces situations-là sont exceptionnelles, mais vous pouvez les voir si vous collaborez avec des obstétriciens. Il y a d'autres shunts extracardiaques chez le fœtus qui peuvent donner des cardiomyopathies dilatées, avec ou sans signe d'hyperdébit. Donc ici, les fistules intraveineuses de la grande veine de Galéen, et puis là, le tératome sacro-coccygien et éventuellement certains chorioangiomes placentaires. Bon, donc c'était un très rapide survol des cardiomyopathies fœtales. Tout ça pour dire que la démarche chez le fœtus va être très superposable à la démarche de l'enfant et qu'il va falloir essayer de rechercher une cause curable ou une cause accessible à un traitement postnatal immédiat au dysfonctionnement du ou des ventricules avant d'évoquer un diagnostic de cardiomyopathie primitive liée à des mutations dans les gènes que vous connaissez. Est-ce que vous avez des questions sur cardiomyopathie fœtale ?
Non, bah alors on termine avec un petit DVDA, si vous voulez qu'on discute de la DVDA, j'en discuterai un petit peu après celle-là. Donc, un garçon de 2 ans consulte pour un souffle d'allure éjectionnelle ou foyer pulmonaire. Il grandit peu, mais mène une vie normale sans être gêné, apparemment dans ses activités d'enfant. Bon, je suis désolé, l'électro est un peu flou à la projection. Donc, c'est un électro qui est un vrai électro, mais ce n'est pas le plus typique de cette situation-là. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que l'axe des QRS est dans le plan frontal, ce qui est quand même une des caractéristiques possibles dans cette maladie, que les ondes T sont inversées par rapport à ce qu'on voit normalement, et avec donc, un aspect d'absence de R en V1 qui est en faveur d'une CMH aussi, de la même façon que la présence d'une petite onde Q en VL et en VF. Donc, c'est un électrode CMH avec un axe de QRS dans le plan frontal. Et je vous montre ici l'échographie. Et donc là, on voit chez ce patient donc, une cardiomyopathie hypertrophique avec une hypertrophie qui est, cette fois-ci, qui n'est pas concentrique, même si on ne voit pas tout le cœur, je vous l'accorde. Le ventricule droit est difficilement visible. Et il y a un aspect de très gros bourrelet sous-aortique qui vient pendant la diastole au contact de la valve mitrale et une dilatation importante de l'oreillette gauche qui est étirée avec une fonction systolique du ventricule qui est préservée. Donc, cardiomyopathie hypertrophique et avec ici le visage de cet enfant. Donc, ce n'est pas l'enfant qui a l'échographie puisque c'est un visage qui est sur Internet, donc qui est public. Et donc là, le diagnostic est facile. Très bien. Donc, effectivement, la dysmorphie est une dysmorphie qui n'est pas toujours facile, mais cet enfant a un syndrome de Noonan. Et donc, beaucoup de rasopathies peuvent donner des cardiomyopathies hypertrophiques, le syndrome de Noonan, le syndrome de Costello, le syndrome de Noonan avec des lentilles multiples. Donc là, c'est un syndrome de Noonan. On voit qu'il y a l'aspect basculé des oreilles, qui sont implantés soit immédiatement à hauteur du canthus externe, soit un tout petit peu en dessous. Il y a une discrète obliquité antimongoloïde des fentes palpébrales. Mais le faciès, ce n'est pas toujours évident. Là, je pense que c'est le profil et puis le contexte qui font faire le diagnostic. Sinon, ce n'est pas toujours très simple, en particulier chez les tout petits, de faire le diagnostic de Noonan. Et donc, on voit ici cet aspect un petit peu particulier, enfin pas un petit peu particulier, un petit peu, oui, particulier au syndrome de Noonan, parce qu'il y a souvent une dysplasie valvulaire mitrale associée, du mouvement systolique antérieur de la valve mitrale. Et donc, vous voyez ici que l'obstruction se fait entre les cordages plutôt que le feuillet mitral antérieur et le bourrelet septal. Et c'est ce qu'on voit aussi ici sur la coupe apicale quai de cavité avec ce mouvement du cordage qui est allongé probablement par l'obstruction qui se produit. Et donc on voit cette image-là et on voit ici sur l'image en couleur donc l'aspect coincé de sténose sous-aortique d'origine musculaire entre le feuillet antérieur de la mitrale ou ses cordages et le bourrelet septal. Et ici, avec l'accélération liée à l'obstruction et surtout, ce qui est pointé par la flèche verte, la fuite mitrale qui dit que l'obstruction a des conséquences fonctionnelles plus importantes que liées au simple obstacle, puisqu'elle déstabilise le fonctionnement de la valve mitrale. Et donc, si je vous ai montré ces images, c'est pour parler du traitement de ce type de sténose sous-aortique qui peut consister en une myectomie, c'est-à-dire qu'on peut aller couper le muscle par voie transaortique, ou bien utiliser, et c'est pour citer ce sujet-là, une technique chirurgicale qui s'appelle l'opération de Cono modifiée, qui consiste à créer une communication interventriculaire, comme vous le voyez ici, en passant par le ventricule droit. La création de cette communication interventriculaire va permettre de réséquer
le muscle qui gêne, voilà, soit en avant, soit un petit peu en arrière, éventuellement de corriger en partie l'anomalie mitrale, puis après avoir retiré ce gros morceau de muscle, on ferme la communication interventriculaire avec un patch, comme vous le voyez ici et sur l'image qui est là, et ça donne l'image que vous voyez maintenant, avec donc toujours une hypertrophie myocardique importante, puisque vous voyez qu'à la pointe du cœur, il y a un très gros bourrelet, mais il n'y a pas d'obstacle sous-aortique. Et donc, on voit ici en coupe petit axe le ventricule droit, la voie d'éjection droite, le patch de communication interventriculaire et la disparition de l'obstacle qui permet de libérer la voie d'éjection gauche. Donc, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, on peut, dans les formes obstructives, indiquer des traitements chirurgicaux, surtout quand ça fait fuir la valve mitrale, surtout quand la pression est très élevée, surtout quand les patients sont symptomatiques. Et de façon récente, dans un travail international, l'obstruction à l'éjection a été identifiée comme un facteur de risque d'événements, en particulier d'événements rythmiques et de mort subite. Donc, avoir à traiter l'obstruction est probablement un des éléments importants du traitement des cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant. C'est peut-être beaucoup moins vrai pour les cardiomyopathies hypertrophiques de l'adulte. Aussi ici avec la légende que je vous ai dite oralement. Et voilà, en apicale quai de cavité, il n'y a plus d'obstacle, la mitrale s'ouvre normalement et croyez-moi sur parole, elle ne fuyait plus.